Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier et bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler des hommes, du nombre des hommes. C'est évidemment un problème qui a des retentissements économiques. Et nous allons en parler en compagnie de notre invité Didier Barthès. Didier Barthès, vous êtes le porte-parole de l'Association pour une démographie responsable. Oui. Alors, je vais me permettre de citer un grand économiste français, démographe, dont j'avais suivi d'ailleurs certaines de ses conférences, Alfred Sauvy. Vous pourrez ne pas être d'accord avec toutes les propositions d'Alfred Sauvy, mais Sauvy nous disait ceci: toujours la population ignore la population. C'est-à-dire qu'au fond, nous comptons sur vous pour nous donner des éclairages sur l'évolution de nos populations, soit en Europe occidentale et a fortiori dans ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde. Alors, notre première question, Didier Barthès, ça sera évidemment trop de monde sur la planète? Oui. Oui, si on veut que l'humanité ait un avenir durable, si on veut que l'humanité ne se précipite pas dans un écroulement écologique, si l'on veut que dans 100 ans, 1000 ans, les choses puissent continuer, que la planète soit toujours vivable, oui. Les effectifs actuels, 8 milliards, sont des choses qui sont absolument incommensurables par rapport à ce qu'a connu l'humanité et la planète tout au long de notre histoire. Incontestablement, puisqu'au début du XXe siècle, vers 1900 donc, nous étions 1,7 milliard environ. Voilà, 1,6 milliard à peu près au début du XXe siècle. Voilà. Mais à l'époque de Jésus-Christ, nous étions 200 millions, c'est-à-dire une personne sur 40 par rapport aujourd'hui. Une personne sur 40, vous prenez une classe, il y avait une personne, aujourd'hui il y a une classe complète. Nous étions au début du néolithique environ 5 millions. L'essentiel de l'humanité, et ce qui lui a permis de durer, c'est d'avoir des effectifs extrêmement limités, en tout cas par rapport à nos références d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui limitait l'humanité à l'époque? C'était la faim, la mortalité, les guerres éventuellement. Oui, la mortalité compensait la natalité, tout simplement. C'est-à-dire qu'en gros, il naissait une personne, il en mourait une, et notamment parce qu'il y avait des taux de mortalité infantile extrêmement élevés. 1 sur 2 à peu près. Oh, plus que ça, même l'essentiel de l'histoire de l'humanité, plus que ça. Hein. Le nombre de naissances normaux, si j'ose dire, pour une femme menant une vie complète jusqu'à la fin de sa fécondité, c'est plusieurs enfants, c'est plus de 4 en général. Hein. Et donc, il en mourait largement plus de la moitié. D'ailleurs, il y a eu parfois des baisses, parfois des remontées. Aujourd'hui, nous sommes passés, et c'est bien ce qui explique l'explosion démographique, à une planète dans laquelle la mortalité, Dieu merci, la mortalité infantile a baissé, mais la fécondité, dans un certain nombre de pays en tout cas, n'a pas baissé dans les mêmes proportions. Et c'est ce qui explique aujourd'hui l'augmentation importante de la population, qui fait qu'on est passé, comme vous le disiez, de 1,6 milliard au début du siècle, en 120 ans, à 8 milliards. Didier Barthès, si on considère que le nombre est un problème, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour enrayer la machine? Il aurait mieux valu l'enrayer plus tôt. Ça, c'est certain. C'est-à-dire quand? Il n'y a pas une date précise, mais vous citiez le début du XXe siècle. Si dès le début du XXe siècle, on avait eu des politiques un peu plus prudentes en la matière, nous ne serions pas 8 milliards aujourd'hui. Et ça, c'est important, nous ne serions pas du même coup, obligés à avoir des politiques qui seront peut-être plus difficiles que celles que nous aurions menées si nous nous y étions pris plus tôt. Toujours la population ignore la population. Au début du XXe siècle, on n'avait pas tellement de discours démographiques. La science démographique était dans les limbes. Pensez, lorsque l'Europe occidentale conquiert l'Afrique, si je puis dire, on s'installe en Afrique, combien y a-t-il d'Africains? 10 millions? Écoutez, en 1950, il y en avait 200 millions. Oui. Hein? Donc l'Afrique a à peu près, vous voyez, 1,4 aujourd'hui, elle a multiplié ses effectifs par 7. Oui. 1,4 milliard, donc elle a multiplié ses effectifs par 7 en, disons, 70 ans. Alors avant, la croissance était plus faible, mais c'était de l'ordre de quelques dizaines de millions. Donc effectivement, c'est extrêmement brutal comme augmentation. Mais l'Afrique connaît une croissance exponentielle, mais pendant ce temps-là, l'Europe occidentale voit
décliner sa croissance, non pas sa population. Pas encore sa population, mais sa croissance. Non, oui. nous avons des zones de basse pression démographique et des zones de haute pression démographique. Oui. Alors, est-ce qu'il faut faire une moyenne ? Non, je crois que ce ne serait pas sage. Si vous voulez, si on caricature les choses un petit peu, la zone de haute pression démographique, c'est le continent africain, en termes de croissance, hein, j'entends. Parce qu'en termes de volume, ça reste largement l'Asie qui a 4,6 milliards d'habitants. Bien sûr. Mais en termes de potentiel de croissance, c'est essentiellement l'Afrique qui d'ailleurs va constituer l'essentiel de la croissance démographique du XXIe siècle. Et puis l'Europe est dans une phase actuelle de quasi-stabilité. En réalité, les pays qui baissent, les pays qui voient leur population baisser sont extrêmement peu nombreux dans le monde. Mais il est vrai qu'en Europe, globalement, le taux de fécondité est en général inférieur à 2, ce qui fait qu'on peut penser que dans quelques temps, globalement, les naissances compenseront les décès. C'est une stabilité qui est aussi due au taux de natalité de population immigrée. Alors oui, le taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme, hein, le taux de natalité, c'est le nombre d'enfants rapportés à la population. À 1000 habitants. Voilà, le taux de fécondité, c'est le nombre d'enfants par femme. Alors, il est effectivement le résultat des populations d'origine, plus de la fécondité des populations qui arrivent dans le continent. Alors effectivement, ces populations, généralement, plus d'enfants. Et la moyenne globale de, disons, 1,8 enfants par femme, elle est le résultat probablement d'une moyenne un peu inférieure pour les populations de souche et un peu supérieure pour les populations arrivantes. Alors nous reviendrons sur la population française tout à l'heure, mais vous avez dit aucun pays n'a vu sa population baisser. Si, l'Allemagne. Oui, non, tout à fait. L'Allemagne, le Japon également. Le Japon et la Russie. Et la Russie, absolument. Pardon si j'ai dit aucun, je veux dire très peu et dans de petites proportions. Oui. Et dans de petites proportions. Et l'Allemagne, c'est quand même assez important, malgré tout. Au moment de la réunification, il y avait 85 millions d'Allemands. Nous sommes à moins de 82 millions d'Allemands. Je rappelle quand même que c'est un pays qui a encore une densité démographique très sensiblement supérieure à la nôtre. Donc il n'y a pas de risque de désert allemand, hein, si j'ose dire. On n'en est pas là. Non. Mais la Russie, par exemple, a vu sa population baisser. La Russie, dans sa définition actuelle. Oui, bien sûr, bien sûr. Pas sinon, l'URSS, ça sûr. les choses. Et malgré des politiques qui ont été entreprises, dont nous reparlerons, je crois que c'est important de parler des politiques natalistes entreprises par un certain nombre d'États. Bon. Mais, donc, baisse à certains endroits, basse pression, hausse à d'autres. Pierre. Oui, monsieur, le problème, est-ce que beaucoup estiment que ce n'est pas le nombre, mais le mode de vie, notamment des plus riches, des populations occidentales? Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, ça, c'est la grande objection. Hein. Chaque fois qu'on parle de démographie, on oppose les raisonnements sur la démographie et les raisonnements sur le mode de consommation. Alors, moi, je pense que les deux choses ne s'opposent pas. Il faut faire des efforts sur les deux. Ça, très clairement. Simplement, il y a dans la démographie un aspect incontournable. Quoi que nous fassions sur les autres sujets. C'est-à-dire que si demain vous triez tous vos déchets, si demain vous avez tous une voiture électrique, si demain vous mettez tous les papiers à la poubelle, que vous vous comportez parfaitement, que vous ne faites pas 15 voyages en avion. Mais si demain, dans le même temps, nous sommes 11 milliards sur la planète, comme le prévoit l'ONU aujourd'hui, à la fin du siècle, alors de toute façon, il y aura une consommation globale sur la planète qui sera importante et nous serons également coincés. J'ajoute une chose à ceci, c'est que le mode de consommation agit évidemment sur les pollutions, sur les consommations de matière, mais sur la consommation d'espace, qui est celle qui, justement, conduit par exemple la biodiversité à s'écrouler complètement. Là, c'est essentiellement le nombre des hommes qui compte. Vous avez un pays tout à fait caractéristique pour ça, qui est le Canada. Le Canada, c'est un pays riche avec un mode de vie, allez, disons, comparable au nôtre. Peu peuplé. Peu peuplé. Et résultat des choses, vous avez au Canada encore une grande faune. Des ours, des pumas, des élans, etc. Et donc vous voyez qu'on peut avoir un mode de vie, finalement, confortable pour chacun des gens, tout en ayant un certain respect de la nature et des grandes forêts. Je tiens à ajouter quelque chose là-dessus, parce que beaucoup de gens ont tendance à dire, ben voilà, les gentils vous disent que c'est le mode de consommation et les méchants vous disent que c'est la population qui pose problème. Oui. En réalité, ce qu'ils ne disent pas là, et le sous-entendu qui est derrière, c'est qu'en disant cela, ils disent aux plus pauvres, restez là.
Oui, Restez là. pauvre. Puisqu'il faut... Parce qu'il ne faut pas oublier que s'il y a 1 milliard de gens qui consomment trop, allez, je fais les choses en gros. Qui consomment beaucoup, disons. Qui consomment beaucoup. Il y en a beaucoup des êtres sur la planète, peut-être 6-7 milliards, qui consomment relativement peu. Et quand on dit c'est uniquement le mode de consommation, mais ce qu'on leur dit, on ne le dit pas sous cette forme-là, mais ce qui est implicite, c'est mais restez pauvres. Mais ils n'en ont pas envie, et au nom de quoi on le leur imposerait? Donc vous voyez, il y a un aspect, quand je disais que l'aspect démographique était incontournable, il était à cause de cet aspect consommation d'espace et à cause de cet aspect un peu arrogant qui consiste à dire aux plus pauvres, restez-le. Restez-le ou venez chez nous, ce qui est un mouvement basse pression, haute pression, ou haute pression, basse pression, il y a un effet d'attraction du niveau de vie européen ou américain. Bien entendu. Mais cet aspect venez chez nous, il n'est pas tenable. Il y a, c'est l'Afrique qui vient surtout chez nous. Bon, il y a 1,4 milliard d'habitants en Afrique. Nous sommes un continent petit par rapport à l'Afrique. Donc si 20% des Africains viennent, ça ne tient pas. Eux perdront leurs racines et nous tendrons à probablement moins bien les accueillir. Donc ça ne tient pas cette méthode. Il faut, je crois, respecter les cultures, respecter les origines de chacun et le vase communicant conduirait très vite à des catastrophes. Et puis surtout, ça a un autre aspect qui serait pervers. C'est-à-dire que si l'Afrique, ou de manière générale tout continent d'émigration, pardonnez-moi du mot qui est un peu dur, mais c'est un peu ça, se débarrassait de ces enfants qu'il ne peut plus accueillir, il continuerait à croître de son côté et il aurait résolu très partiellement le problème, mais tout en ayant continué le processus. Il continuerait à croître, et demain l'Afrique aurait 2 milliards d'habitants, nous en aurions 200 millions de plus venus, et la situation serait toujours la même. Donc ce n'est pas une solution durable non plus, pour personne, ni pour les Africains, ni pour les pays européens. Vous évoquiez tout à l'heure, Didier Barthès, les épidémies. On peut ajouter à cela les guerres ou même le réchauffement climatique. Vous en parlez sur votre site internet. Est-ce que ça peut avoir un effet sur l'augmentation de la population mondiale? Alors, Dieu merci, jusqu'à présent, en ce qui concerne les guerres et les épidémies, ça n'en a quasiment jamais eu. Sauf la Grande Peste. Dans les années 1340, où là, on estime... Voilà, alors, là, on estime qu'effectivement, en Europe, il y a une baisse sensible de la population. Un tiers de l'Europe. 40%. Voilà, bon, 30-40%, ça dépend d'estimation. Sur le monde, c'est plus limité quand même. On estime souvent aux alentours de 10%. Là, ça a été une fois dans l'histoire. Oui, sur une épidémie. Tout le reste, que vous preniez là, alors, pourtant des catastrophes qui n'étaient pas des plaisanteries. La Première Guerre mondiale, la grippe espagnole qui a suivi, la Seconde Guerre mondiale, quand vous prenez une courbe à une certaine échelle, vous ne les voyez pas. La seule chose que vous voyez au XXe siècle, c'est non pas une baisse de la population, un léger ralentissement de la croissance au moment des dictatures maoïstes. Là, vous avez eu effectivement, à cause du poids de la Chine, un léger ralentissement de la croissance pendant quelques années. Mais tout le reste des phénomènes humains, aussi cruels qu'ils nous apparaissent, et ils le sont, il ne s'agit pas de le nier, et non, ils n'ont pas agi sur la démographie. Et sur le réchauffement climatique, si c'est un phénomène d'origine humaine? Alors, le fait que ce soit d'origine humaine, moi je crois qu'il l'est, je crois qu'il l'est, mais c'est autre chose, mais ou qu'il soit d'origine artificielle ou naturelle, de toute façon, s'il est d'un certain nombre de degrés, est-ce que ça aura une importance sur la population? Ça dépend de ce réchauffement. Il est certain que, je dis des choses là excessives, mais si nous allions vers 7 degrés de plus, oui, alors là, oui. Nous en sommes loin. Nous en sommes loin. Oui. Si on allait vers 2 degrés de plus, je ne pense pas que ça poserait des problèmes absolument. Et sur une épidémie, vous disiez que ça n'aurait pas d'impact, mais est-ce que sur une gestion d'une épidémie, je n'en dirai pas plus, est-ce que sur une gestion d'une épidémie, cela pourrait avoir un impact? Alors, si vous faites allusion à l'épidémie actuelle de Covid, oui. Pour l'instant, absolument pas. Permettez, il y a une constatation qui est quand même très intéressante, je ne serais pas tout à fait en accord avec vous. Pour la première fois, nous savons que la France avait une fécondité et une natalité un peu supérieure à tous les pays européens, n'est-ce pas? Peut-être du fait de l'immigration, peut-être du fait des mesures familiales, peu importe. Nous constations que nous étions, la France, jusqu'en 2015 à peu près, 2016, la France était au-dessus des pays comparables en Europe. Depuis, on assiste à l'alignement sur le modèle européen finalement de baisse de la fécondité, de dénatalité, et surtout, les dernières statistiques attestent que
à la fin de l'année 2020, il y a eu un effondrement de la natalité. Alors, et que le Covid a peut-être joué son rôle. Alors, deux choses à préciser. D'abord, là, vous êtes remonté à 2015. Oui. Mais l'aspect Covid ne peut jouer qu'à partir de 2020. Bien sûr. C'est une première chose. La deuxième chose, j'avais pas fini ma phrase, mais c'est pour ça. Effectivement, quand je dis le Covid n'a aucun impact, je parle du côté mortalité. Parce qu'il y a évidemment l'aspect. Aucune, parce que, d'abord, les nombres en quantité, ça n'a rien à voir avec la grande peste ou avec la grippe espagnole. Donc, et en plus, ça tue malheureusement, ça des personnes âgées qui n'avaient peu d'années encore à vivre de toute façon, et donc ça retire peu d'anéum à l'humanité, première chose. Et deuxième chose, l'essentiel des victimes, évidemment étant âgées, n'étaient des gens qui n'allaient plus avoir d'enfants. Donc au niveau démographique, le côté mortalité ne joue pas. Pour le deuxième point que vous évoquez, c'est-à-dire la natalité, effectivement, il semble, pour 2020, qu'il y ait eu une baisse. Moi, j'ai entendu récemment parler d'une baisse de 13% des naissances sur l'année 2020. Alors, c'est un chiffre tout récent qu'il faut quand même regarder avec prudence. Il faudra qu'il soit confirmé. Comme la démographie a toujours beaucoup d'inertie, j'attends un petit peu pour être absolument sûr de chiffres. Ce qui peut se passer, parce que ça on l'a constaté sur d'autres sujets, c'est que dans les périodes de difficultés, et là le Covid pose notamment des problèmes d'angoisse, d'inquiétude vis-à-vis de l'avenir, les gens aient tendance à faire moins d'enfants. Donc je suis d'accord avec vous en réalité, c'est-à-dire sur l'aspect natalité, ça peut jouer. Est-ce que c'est déjà ce qui s'est passé? Attendons encore un petit peu pour savoir. Mais enfin, le chiffre des naissances je suis pour 2020 est comparable à celui de 45. On n'avait jamais atteint ce chiffre, ou plutôt, on n'était jamais descendu à ce chiffre-là. Puisque, en moyenne, nous avions 800 000 naissances par an, enfin, sauf au baby-boom, il y avait plus, et depuis quelques années, et là, nous sommes tombés à 740 000. Oui, mais... Donc, non, mais je suis d'accord avec vous. Je parlais vraiment de la mortalité. Là, j'admets qu'en 2020, il semble y avoir eu une baisse. Une dénatalité. Une dénatalité. Bon, 700 000, c'est pas non plus rien du tout. Hein. Je veux dire que c'est pas. Là non plus, comme pour l'Allemagne, on est loin du désert. Hein. Non, tout à fait. Alors, nous allons faire une pause et nous allons continuer d'explorer ces chemins qui sont complexes. Nos téléspectateurs auront compris que vous êtes à la fois pour une réduction de la fécondité des peuples du monde entier, mais aussi, vous avez évoqué le problème de la finitude des ressources. Oui, et donc, c'est évident. Et la dimension écologique du problème. Essentiel. Toujours en compagnie de notre invité Didier Barthès pour parler démographie. Didier Barthès, vous dites sur votre site internet, je vous cite, « Nous devons nous orienter vers une stabilisation puis vers une lente diminution du nombre des hommes ». Qu'est-ce que vous prévoyez pour parvenir à cet effet? Je voyais sur votre site internet, le logo, c'est une planète Terre avec un préservatif posé dessus. C'est une provocation ou c'est pour rien? C'est une image. C'est une image. On n'a pas le sens de la provocation spécialement. C'est une façon d'évoquer tout simplement la contraception, qui est l'un des moyens. Alors justement. Il n'y a pas en la matière de baguette magique ni de baguette rapide. La démographie présente une grande inertie, bien évidemment. C'est pour ça qu'on ne pourra pas être très peu nombreux à la fin du XXIe siècle. Il y a en gros deux voies qui sont nécessaires. D'une part, une amélioration globale du niveau de vie, du rôle des femmes dans la société. De l'urbanisation aussi, ça joue. C'est pas toujours favorable, mais parfois ça joue. Et puis également de l'éducation. Oui. Les choses sont liées d'ailleurs, parce qu'en général, avec plus de niveau de vie, il y a plus de ressources disponibles pour l'éducation. Ça, c'est le premier volet. Excusez-moi, sur le rôle des femmes, qu'est-ce que vous attendez d'elles en général et pourquoi plus particulièrement d'elles? Alors, parce qu'en matière de reproduction, ce sont les femmes qui sont essentielles. C'est elles le goulot d'étranglement. Hein. Avec un seul homme, vous pouvez reproduire la Terre entière. Ce sont les femmes qui... D'ailleurs, c'est pas pour rien que lorsqu'on parle de fécondité, on parle du nombre d'enfants par femme. Par femme, bien sûr. Rapport par femme. Alors, pourquoi je mets les femmes au cœur du problème? Parce que souvent, dans un certain nombre de pays, c'est elles qui bénéficient de l'éducation la plus faible. Donc, il y a un effort à faire. C'est un effort de justice sociale, en plus. Donc on est vraiment là au cœur de ce qu'on doit pouvoir faire. Vous avez raison, parce que même au Bangladesh, par exemple, qui est un pays très pauvre, dont la ressource est faible, eh bien, on s'est aperçu que l'élévation du niveau d'éducation des femmes avait contribué à réduire la fécondité, très nettement. Oui. Parce que, et dans certaines sociétés africaines, on avait découvert que les femmes n'avaient pas conscience de leur cycle, par exemple. Oui. Donc une éducation peut jouer dans ce sens, évidemment.
Alors, le rôle des femmes est important pour deux raisons. Pour ce que vous venez de dire, l'éducation, et aussi parce que quand il y a plus d'éducation, souvent les femmes prennent un rôle différent dans la société. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus limitées au rôle de mère, elles ont éventuellement une carrière, et quand vous avez une carrière, vous avez du mal à faire 8 enfants. Il est certain que vous attribuez une valeur dans les actes de votre vie plus importante à votre carrière qu'à votre nombre d'enfants. Et donc, l'éducation pousse les femmes à avoir un comportement différent et un rôle dans la société différent. Et ces deux choses jouent dans le même sens, si j'ose dire, pour tendre à réduire la fécondité. Puis je vous dis, il y a un aspect social essentiellement, il n'y a pas de raison que les femmes soient moins... Et sur le plan économique, ça a des conséquences. Oui. Mohamed Younous, qui est prix Nobel d'économie et qui est d'origine du Bangladesh, a montré que à partir du moment où les femmes connaissaient un certain niveau d'instruction, c'est elles qui prenaient en charge, par exemple, tous les systèmes de téléphone portable, qui géraient les microcrédits. Et tout cela avait des conséquences économiques plutôt bénéfiques pour l'ensemble de la société. Absolument. Alors, évidemment, la question sévère qu'on va poser à notre invité, c'est « Mais alors, vous êtes malthusien ?» Alors, oui, mais je Rappelons peut-être qui est Malthus. Pardon, je vais finir quand même de répondre à la question précédente, parce que j'ai parlé de l'éducation et du développement. Il y a un deuxième volet qui est important, c'est à cause de la contraception. C'est effectivement, il y a un certain nombre... Pour nous, en Europe, il n'y a pas vraiment de problème. La contraception est gratuite ou facilement accessible. Mais il y a un certain nombre de pays en voie de développement dans lesquels la contraception n'est pas facilement accessible. Et donc, nous, à Démographie Responsable, par exemple, nous avions lancé une pétition pour qu'une proportion plus importante, on avait proposé 25% de l'aide au développement, soit consacrée au planning familial. Donc vous voyez, il y a deux axes d'action possibles, le planning familial et le développement de l'éducation. Le planning familial qui est sujet à controverse. Parfois. Très souvent même. Parfois, très oui, souvent. parfois, oui. Mais alors donc, Didier Barthès, j'ai prononcé le mot, on va évoquer évidemment Malthus, économiste du XVIIIe siècle, contemporain de Smith et de Ricardo. Donc, Malthus était-il malthusien ? Je pense que Malthus était malthusien. C'est la moindre des choses qu'on peut exiger de lui. Moi, je n'ai pas une politique de drapeau. C'est-à-dire, je ne veux pas dire je suis malthusien, je suis malthusien. Non, mais, peu importe, Malthus a posé une vraie question, qui est celle de l'adéquation des ressources à la population. En ce sens, ça reste la question écologique fondamentale. Sauf que la plupart des économistes lui ont réfuté qu'il s'était appuyé sur l'idée du rendement décroissant, la théorie des rendements décroissants, laquelle a été infirmée par toute l'histoire économique, au moins du 19e siècle et du 20e siècle jusqu'à nos jours. Et c'est ça qui a affaibli la thèse malthusienne dans une certaine mesure. Oui. Qu'en pensez-vous ? Absolument. Alors, moi, j'ai une autre analyse, c'est-à-dire qu'effectivement, la thèse malthusienne, dans les faits, a été infirmée, c'est-à-dire que la croissance a continué plus longtemps qu'il ne l'estimait possible. Mais il faut rentrer un peu plus dans le détail. Que s'est-il passé en réalité ? Le progrès technique ne nous a pas permis d'avoir plus de ressources. Il nous a permis de consommer plus rapidement les ressources de la Terre, et notamment les ressources agricoles, les ressources en énergie. Et donc, Malthus n'a pas eu tort, si j'ose dire. Je dirais qu'il a eu raison avant les autres. Ce qui risque d'arriver, quand nous allons arriver à la fin des ressources, les premières ressources qui arriveront à leur fin, ce sera d'abord le pétrole, ensuite le gaz, un peu plus tard le charbon. Notre progrès technique nous aura permis, au lieu de les consommer en quelques milliers d'années, de les consommer en 100 ou 200 ans. Et donc, vous voyez, il a eu tort dans les faits, mais il a eu raison dans le raisonnement, et dans les faits, à terme, il aura raison. Le jour où nous n'aurons effectivement plus de ressources d'énergie fossile, le jour où nous n'aurons plus de ressources en phosphate, par exemple, pour l'agriculture, là, on risque de tomber de nouveau sur cette crise. Donc, sur le fond du raisonnement, l'adaptation des ressources à la population et le différentiel de taux de croissance reste la question essentielle. Et moi, je suis pas du tout provocateur, mais j'ai envie de dire, Malthus, c'est le premier des malthusiens. C'est des écologistes, excusez-moi, des écologistes. Alors, justement, sur votre démonstration, je ferai une objection. Oui. Parce que vous dites, en fait, nous avons consommé plus vite grâce au progrès technique. Oui. C'est une interprétation du progrès technique. Mais dans une certaine mesure, est-ce qu'on ne peut pas dire que vous avez raisonné
sur un stock, alors qu'il fallait raisonner sur un flux. Je m'explique. Le flux, c'est la capacité des hommes par le progrès technique, en tout cas, il est des économistes qui soutiennent cette thèse, la capacité des hommes par le progrès technique à inventer des procédés qui augmentent la ressource. Donc, on n'est plus sur la notion de stock, on est sur la notion de flux. Je vous pose la question. Je ne partage pas cette analyse, et notamment sur l'énergie, on est toujours sur un problème de stock. Oui. On n'a pas inventé un seul litre de pétrole. On n'a pas inventé un seul kilo de charbon. On n'a pas inventé un seul mètre cube de gaz. Mais sur les nouvelles énergies éventuelles, est-ce que sur l'hydrogène, est-ce que sur la fusion dont tout le monde parle, mais qui est peut-être encore très loin d'aboutir ? Alors chaque cas est particulier. L'hydrogène rappelle qu'il n'y en a quasiment pas de matière libre sur la Terre, l'hydrogène. Donc, pour avoir de l'hydrogène, il faut d'abord le casser la molécule d'hydrogène quand elle est liée au carbone, notamment. Et donc, cette cassure de la molécule consomme au moins autant d'énergie que pourra ensuite en redonner le fait de la relier avec autre chose. Ouais. Donc, l'hydrogène, c'est qu'un support de l'énergie, ce n'est pas une ressource en tant que telle. La fusion, c'est un aspect, très futuriste. La fusion est connue par les hommes depuis peut-être même plus longtemps que la fission, puisqu'au début, on a commencé à penser à ces problèmes-là quand en astronomie, on s'est intéressé aux mécanismes qui règnent dans les étoiles, où c'est également pour l'essentiel un mécanisme de fusion. Oui. Simplement, c'est extrêmement difficile à maîtriser, la fusion. On la maîtrise malheureusement que dans les bombes atomiques. C'est pas la méthode la plus sympathique. Sur le Soleil, elle est maîtrisée par la gravité qui concentre la matière en son centre, mais dans les réacteurs nucléaires, pour l'instant, les réacteurs de test en fusion, c'est une affaire extrêmement compliquée. Puis même si on a réussi à la maîtriser, c'est-à-dire faire en sorte que toute la matière ne fusionne pas en un instant, eh bien, faudrait-il pouvoir transformer cette énergie de fusion en électricité ? Le Soleil, il s'en moque, il fait de l'énergie de rayonnement. Il ne fait pas d'électricité. Il n'y a pas de turbine sur le Soleil. Il rayonne, puis il ne s'occupe pas de ça. Là, on ne sait pas encore. Vous savez que les rayonnements dans une centrale à fusion sont extrêmement violents, abîment les parois. Et comment transformer ça en chaleur, chauffer de l'eau, faire... Avec de l'eau. Oui, il faut en dire que ça résiste. Oui. Pour l'instant, ça fait quand même 50 ans qu'on en parle de fusion. Il n'y a encore eu rien de fait. Et je vais vous dire, il y a quelque chose derrière là, c'est un raisonnement que j'ai l'habitude de tenir et que je trouve assez peu partagé, mais qui me semble important. C'est que, j'ai des doutes sur la fusion, mais mettons que j'ai tort là-dessus. Imaginons qu'il n'y ait pas de doute. Ce serait peut-être la pire des catastrophes. Parce que si nous avions une source d'énergie qui n'ait pas de limite, alors il n'y aurait plus de limite à l'homme. Et il y aurait une artificialisation et une urbanisation complète de la planète. Assez curieusement, c'est peut-être les inconvénients, et peut-être même pollution comprise, qui mettront des limites à l'homme. Et si nous avions... Je prends un exemple. Imaginez que demain, un savant génial invente dans un dé à coudre de quoi faire voler un avion pendant 1 million d'heures, rouler une voiture pendant 1 milliard d'heures, etc. Mais la planète serait entièrement couverte d'avions, de bitume, etc. Ouais. Ce serait la fin. Et donc, ces contraintes que nous voyons aujourd'hui comme des inconvénients, sont peut-être celles qui nous protégeront. Oui. En tout cas, c'est une question que je crois qu'on doit pouvoir poser. Didier Barthès, pour revenir à votre objectif de la diminution du nombre des hommes sur la planète, quelle est la structure qui permettrait d'atteindre cet objectif? Est-ce qu'il nous faudrait une structure planétaire, continentale ou nationale? Vous posez des questions qui dépassent largement le débat, parce que la question d'un pouvoir central, ça, c'est extrêmement compliqué et peut-être extrêmement dangereux. En tout cas, il faut une coopération. Il faut une coopération, c'est absolument certain. C'est pourquoi je parlais de l'ONU qui via l'UNFPA et un certain nombre de projets pourraient faire des choses. Alors, nous allons bientôt faire une pause. Est-ce que on peut revenir à la ressource et au modèle malthusien, puisque Malthus nous disait que les rendements sont décroissants dans l'agriculture, donc on va manquer d'alimentation. Or, vous êtes plutôt pour la préservation de l'environnement, c'est plutôt même fermement... J'insiste, quand je souhaite une diminution de la population, c'est pas pour le plaisir de voir sur une feuille inscrit 1 milliard plutôt qu'1 milliard. Hein. Oui, c'est parce que je pense que cette pression sur l'environnement nous conduit à un monde invivable et pas très beau, pour tout dire. Alors, j'entends bien, mais justement, chez les écologistes en général, on n'aime pas les OGM. Or, les organismes génétiquement modifiés sont quand même une solution pour nourrir les populations abondantes. Alors, OGM ou pas OGM ?
Pour moi, pas OGM. Pas OGM. Pas OGM, Bon. non, pas OGM du tout. Je suis plutôt favorable à ce qu'on prenne les solutions les moins agressives et les moins inquiétantes pour l'avenir, même si je pense qu'effectivement, elles nous contraignent plus au niveau démographique. Mais comme je pense que la Terre sera plus agréable à vivre pour les êtres humains si nous sommes moins nombreux, alors c'est pas la peine d'aller dans une fuite en avant technologique. Qu'est-ce que ça aurait, avant la pause, peut-être de dangereux ou d'inquiétant, les OGM, peut-être pour rappeler pour l'homme? Dès qu'on rentre dans le génome, on rentre sur des choses qu'il est extrêmement difficile de maîtriser à long terme. Oui. Et en plus, les OGM, notamment pour l'agriculture, posent un problème, c'est que bien souvent, c'est pas seulement pour développer tel ou tel produit, c'est pour les rendre résistants à des insecticides ou à des produits. Oui. Et donc, ça veut dire qu'en faisant ça, on va développer des sources d'alimentation qui seront volumineuses, mais qui auront été cultivées avec un certain nombre de produits chimiques qui probablement ne sont pas bons. En tout cas, le corps humain, avec toute la, la sélection naturelle, ne nous a pas préparés à faire face à tous ces produits chimiques extrêmement compliqués. Donc peut-être qu'il faut mieux aller vers des solutions plus simples. Plus douces. En tout cas, moi, j'y suis favorable. Puis c'est en accord, si vous voulez, avec cette ambition de faire de la démographie un outil pour préserver la planète. Très bien, ben nous allons faire une seconde pause et après nous allons retourner sur les zones de haute pression démographique parce qu'elles sont de nature différente, me semble-t-il. Et pour faire la transition avec le sujet précédent, l'alimentation et les OGM, Didier Barthès, qu'est-ce que vous pensez de la question des terres vierges ou des gaspillages alimentaires de la société occidentale quant à nourrir une population qui augmente? Alors, les terres vierges, j'aurais tendance à dire, essayons quand même de les protéger, parce que ce sont les seules terres sur lesquelles peuvent vivre le reste des êtres vivants de la planète. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on prend les mammifères, par exemple, ils ne représentent que les mammifères, la mégafaune, hein, je ne parle pas des souris, mais ils ne représentent que quelques pourcents de la masse du vivant, alors que l'essentiel de la masse du vivant, c'est très largement aujourd'hui les êtres humains et leurs animaux domestiques. Donc il y a vis-à-vis des terres vierges, à mon avis, un souci nécessaire de protection. Concernant le gaspillage, alors c'est vrai que c'est souvent évoqué. Oui, c'est choquant, et moi aussi ça me choque lorsque je vois, notamment en Occident, la quantité de nourriture qui est gaspillée. Alors il faut voir que c'est pas nouveau, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu dans l'histoire une grande partie des ressources qui étaient gaspillées parce que la nourriture, par définition, c'est quelque chose de périssable. Mais il faut avoir là peut-être une analyse un peu plus économique. Pourquoi il y a du gaspillage? On pourrait l'éviter, le gaspillage. Si c'était de l'or, on ne le gaspillerait pas. Il faut augmenter les prix, alors. Mais parce que la nourriture coûte peu cher. Oui, coûte peu cher. Oui. Je vais vous prendre un exemple de notre vie quotidienne. J'achète des yaourts. Je prends un exemple simple. Il vaut mieux que je perde un yaourt de temps en temps plutôt que je fasse un voyage au supermarché avec ma voiture pour aller acheter un yaourt à l'unité. La personne qui gère les yaourts au supermarché, s'il les achète paquet d'huîtres par paquet d'huîtres, les frais de gestion seront infiniment supérieurs à quelques paquets de yaourts qu'il perdra. Comme la nourriture est peu chère, les frais de gestion de la nourriture sont proportionnellement beaucoup plus importants. Donc, c'est parce que la nourriture aujourd'hui est extrêmement peu chère qu'il y a du gaspillage. Alors on pourrait revenir à autre chose, c'est-à-dire au temps passé où la nourriture était beaucoup plus chère. Vous savez qu'aujourd'hui on consomme à peu près, les ménages français utilisent à peu près 13% de leurs ressources pour se nourrir. C'est très peu, c'est très très peu. Alors, on pourrait faire de la nourriture plus chère. Et dans ce cas-là, ça vaudrait le coup d'investir dans la protection. Mais dans ce cas-là, elle serait aussi moins accessible aux plus pauvres. C'est ça. Donc vous voyez que c'est pas simple. Alors au premier abord, on a tous envie de dire « Ah oui, c'est affreux le gaspillage ». Sauf que la contrepartie du non-gaspillage, pour qu'il soit économiquement possible, c'est une nourriture d'accès plus coûteux. Est-ce que de toute façon, on ne va pas mécaniquement vers une augmentation des prix de la nourriture ?
Moi, je le crois parce que le jour... Vous savez que dans l'agriculture, il y a un élément essentiel qui est le pétrole. Il agit au niveau des engrais. Les engrais sont faits en partie avec du pétrole. Il agit au niveau de la mécanisation et il agit au niveau de la distribution, puisque maintenant, les zones de production et de consommation ne sont pas les mêmes. Le jour où il n'y aura plus de pétrole, il y aura une pression très importante qui va faire diminuer les rendements. Donc, je pense qu'à long terme, alors ça ne veut pas dire dans 5 ans, hein, ça, non. Nous allons peut-être faire une augmentation des prix, oui. Diminution des rendements, oui. Vous pensez que... Moi, je crois que c'est possible parce qu'en plus, les sols qui étaient abreuvés d'engrais sont plutôt fatigués et de moins en moins nombreux et de moins en moins disponibles. Chaque fois que vous faites un lotissement de plus ou une route de plus, on perd des sols. On perd un département par année. Non pas un département par année, peut-être tous les 2 ans. Donc voilà, c'est quand même énorme. Cette artificialisation du sol, c'est un des éléments de pression anthropique les pires sur la planète. Alors j'observe quand même autour de moi qu'il y a des progrès. En agriculture. Par exemple, nous voyons beaucoup maintenant, les agriculteurs sèment de l'engrais vert. Après le blé ou après d'autres plantes, après le maïs, on voit de l'engrais vert, et puis ils ne labourent plus. Oui, c'est léger. Ils font un seul passage de tracteur. Avec fraisage de la terre. Et donc, il y a quand même un effort qui est fait. Oui. Est-ce que ça s'est traduit par des baisses de rendement? Pas que je sache. Pas à ma connaissance encore. Non, pas à ma connaissance. Il y a aussi autre chose qui est en train de se faire, en tout cas en idée, c'est la reconstitution des haies qui sont essentielles pour la petite faune, pour briser le vent, etc. Donc ça, ce sont des choses importantes. Alors nous allons revenir sur la démographie. J'ai encore 2 questions à vous poser. La première, c'est sur les zones de haute pression démographique. Elles sont de nature assez différente. Bon. On a vu quand même une régulation intervenir, par exemple, dans un pays comme le Brésil, dont on nous annonçait que le caboclo, le paysan brésilien dans les années 60, vous savez, c'est Josué de Castro qui nous fait la géopolitique de la faim, le Brésil allait crever de faim. Bon, le Brésil est devenu grand exportateur de denrées agricoles, y compris de soja pour nourrir les vaches européennes, ce qui n'est peut-être pas tout à fait l'idéal. Bon, de votre point de vue et du mien aussi. Bon. Mais la population brésilienne s'est drastiquement réduite. Pas stabilisée, pas réduite. Mais oui, la croissance de la population, pardon. Par contre, l'Afrique est en pleine expansion. Et puis, vous avez ce qu'on appelle l'arc islamique. Alors là, les motivations sont plutôt politiques. On parle de... Politico-religieuses. Il y en a certains religieuses. Il y en a certains qui parlent de guerre des ventres, quand même. Bon. Et ça, c'est un vrai problème politique. Oui, c'est un vrai problème politique et un vrai problème religieux. Vous abordez là, évidemment, un sujet dont vous savez combien il est délicat. Il y a un problème religieux. Vous avez dans le monde 3 grands monothéismes, je dirais la chrétienté, la religion juive et l'islam. Le discours de ces 3 grandes religions est relativement homogène au niveau de la natalité. Ils sont plutôt natalistes, tous. Oui. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Genèse. Oui. Sauf avec une petite réserve quand même. C'est que moi je connais un pays qui s'appelle le Sénégal, où vous avez une majorité de musulmans. Bon. Et vous avez une minorité chrétienne, elle a beau être minoritaire, elle est moins féconde, beaucoup moins féconde que la majorité musulmane, si vous voulez. Malgré tout, dans des populations chrétiennes, la natalité, la fécondité n'est pas aussi forte. Alors, c'est à ça là que j'allais venir. C'est-à-dire que derrière cette unité, cette unité des discours, il y a de fait des comportements relativement différents. Alors là, je quitte la haute pression, mais pour venir en Europe, le discours nataliste de l'Église catholique, notamment, n'est absolument pas suivi par ses fidèles. Puisqu'en Europe, ce sont les pays les plus catholiques, l'Italie, l'Espagne, les pays de l'Est, qui font le moins d'enfants. C'est vrai. Donc il y a le discours et puis il y a la réalité. Et puis alors en Afrique, vous citiez effectivement des chrétiens qui étaient plutôt moins féconds que les autres. En ce qui concerne la religion juive, c'est encore différent. La religion juive est également nataliste dans son discours, mais elle se distingue par sa population entre la diaspora et la population israélienne. La diaspora, je ne crois pas qu'il y ait une grande différence avec les populations d'accueil. Mais par contre, pour la population israélienne, effectivement, Israël est le seul pays qui, pour un pays développé, a une fécondité importante puisqu'ils sont près de 3 enfants par femme. Mais ce n'est pas une critique, mais Israël ne compte pas au niveau démographique mondial. Non. Il y a 15 à 20 millions de juifs dans le monde, quelques millions en Israël, donc même s'ils font 3 enfants, nous sommes 8 milliards, ça n'existe pas.
Ça ne joue pas. Alors reste maintenant l'islam. Alors l'islam, donc sur le plan des idées, est exactement comme les autres. Et effectivement, c'est la religion pour laquelle il y a une sorte de convergence des facteurs, si vous voulez, qui est que le discours est nataliste. La pratique est nataliste. Alors voilà, 3 facteurs. Le discours est nataliste, la pratique est nataliste, et le volume pose problème. Parce que c'est pas comme la religion juive où il y a 20 millions d'habitants, il y a évidemment beaucoup de musulmans. Donc ces 3 facteurs, discours, réalité et volume de départ, si j'ose dire, font qu'effectivement, aujourd'hui, l'islam a un rôle essentiel dans la croissance démographique mondiale. Ouais. Une question encore purement démographique, Olivier. Pour faire moins d'enfants, on se demande après, souvent, avec nos sociétés vieillissantes, qui paiera les retraites et s'occupera des personnes âgées. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit sur l'opposition consommation démographique, c'est la question classique. Pour nos pays à nous, la question des retraites, c'est la question classique. Alors, première chose. D'abord, il faut bien voir que les retraites sont payées par les actifs, prélèvement sur les ressources et les productions des actifs. C'est le système Ponzi, c'est la pyramide de Ponzi. Alors, des actifs travaillant effectivement. D'abord, des actifs travaillant effectivement. Parce qu'il y a des actifs chômeurs. Les chômeurs sont aussi des actifs. Depuis une 50aine d'années, nous avons dans nos pays un chômage structurel. Puis les dernières affaires de Covid ne sont pas en train d'arranger les choses. Bon. Donc, avant de se dire « Ah là là, on ne va pas avoir assez d'actifs », essayons quand même de donner un emploi à ceux qui désespérément en cherchent. On a peut-être largement, je pense, parce qu'il y a les définitions du chômage, mais enfin les gens qui effectivement, s'ils pouvaient en trouver un, aimeraient avoir un emploi, il y a bien 10% de la population déjà qui n'est pas employée et qui pourrait donc, en étant employée, fournir des ressources aux retraites. Donc vous voyez, on s'inquiète alors que des gens, on les a, mais on ne sait pas leur donner une ressource et donc une capacité de financement. Donc vous restez sur le système par répartition. C'est toujours un système par répartition, parce que lorsque vous faites un système par capitalisation, ce capital ne peut lui-même produire que des ressources s'il est en production. Donc d'une façon ou d'une autre, c'est toujours une répartition. En gros, c'est ceux qui produisent à un instant donné qui donnent aux retraités, quelle que soit la formalisation administrative de la chose. Le deuxième point, c'est celui que vous voulez évoquer, que j'ai évoqué dans ce livre Moins nombreux, plus heureux, c'est le système de la pyramide de Ponzi. C'est-à-dire que si on nous dit, pour qu'une société soit en équilibre, il faut qu'à tout moment, la génération N+1 soit supérieure en nombre à la génération N, on ne s'en sort jamais. On est toujours en déséquilibre. Il est évident que si on veut aller vers un équilibre, à un moment donné, il faut accepter de briser ceci. Et on sait, dans le domaine financier, le système de Ponzi, c'est un système dans lequel les nouveaux entrants payent pour ceux qui sont dedans. Pour ceux qui sont là. Puis évidemment, à un moment, ça craque parce qu'on ne peut pas trouver toujours de nouveaux entrants. Et bien là, c'est pareil. De toute façon, toute idéologie mise à part, il faudra bien l'arrêter, la croissance démographique. Il n'y aura pas 200 milliards de personnes sur la Terre. Donc vous voyez qu'on entre dans un système qui porte en lui sa propre contradiction. Oui. Et en plus, lorsque nous serons plus nombreux, le système de financement des retraites se posera lui-même sur une échelle plus grande. Hein. Donc vraiment, inévitablement, il y aura un problème à un moment donné, mais ce n'est pas en le repoussant pour qu'il se produise sur une échelle plus grande que nous le résolverons. Donc moi, je tends à repousser cet argument des retraites parce qu'il nous conduit dans une fuite en avant, dans un système de Ponzi, enfin différentes appréciations du terme. Alors corrélativement, bien sûr, la question vient de ce qu'il faut penser des politiques familiales qui comme en Russie par exemple, ou en Pologne, car l'Allemagne n'a pas une politique familiale très active, incitent à l'accueil d'enfants supplémentaires. Alors, il faut voir dans quel pays se sont développées ces politiques familiales. Effectivement, un certain nombre de pays, c'est le cas de la Hongrie également, par exemple, la Hongrie, la Pologne, le pays balte, la Russie, sont des pays qui effectivement ont eu des taux de fécondité, alors qui n'étaient pas de 1,8, mais qui descendaient à vraiment bas. Alors là, il y a eu une sorte de panique. Donc, moi, je suis contre les politiques familiales natalistes, mais quand un pays a une fécondité qui est aux alentours de 1,2 enfants par femme, je veux bien concevoir que les gens se disent, bon, ben, on met un frein, parce que sinon, dans 3 générations, on sera vraiment tout petit. Donc c'est pas trop là-dessus que je m'arc-bouterais, si vous voulez. Je n'y suis pas favorable, mais quand c'est très bas, bon, éventuellement, on peut faire un petit effort. Ça a marché, hein, d'ailleurs, puisqu'en Russie, il y a une remontée. Il y a une reprise, oui, mais elle a été
Elle a été quand même très laborieuse. Oui, elle a été laborieuse. Et elle a absorbé des ressources importantes. Mais parce que c'est dans tous les sens. Pasteur a raison, je ne me prononce pas. C'est dans tous les sens que l'inertie démorgraphique joue. Oui, bien sûr. En plus, bien sûr, en moins, en plus, hein, exactement. Dire, oui, parce que de toute façon, il faut se souvenir que pour qu'un homme soit adulte, il faut attendre au moins 20 ans. Oui. Et qu'il entre en production, si je puis dire. Absolument. Avant d'entrer en reproduction, il faut 25 ans. Bon. Oui. Et surtout dans nos pays de plus en plus. Avec le prolongement des études, en effet. Absolument. Alors, ça serait ma dernière question, en tout cas, Olivier, Didier Barthès, qu'est-ce que vous diriez à ces pays africains qui considèrent que les ressources humaines sont leur meilleur moyen d'accéder au développement? C'est ce genre de slogan nataliste, je ne sais pas trop où il nous mènera. Les ressources humaines, c'est d'abord que les gens soient bien et que les gens soient formés, et non pas que les gens soient nombreux. C'est ça que je leur répondrai. La principale ressource humaine, c'est ça. Alors, vous avez un livre, oui. Moins nombreux, plus heureux, mais j'ai envie de vous opposer une vieille considération géopolitique, plus nombreux, plus puissants. C'est quand même l'essence d'une partie de la politique. C'est vrai. Malheureusement, s'oppose à ça la finitude du monde. Voilà. Bien sûr, on est plus puissant quand on est plus nombreux, mais si on est, alors je pousse volontairement, mais c'est dans le principe du raisonnement, si on est 50 milliards sur la Terre, je peux vous dire qu'on ne sera pas puissant et que ce sera un drame absolu. Voilà. Peut-être vous évoquez la finitude du monde, et c'est une réflexion que vous évoquez sur votre site internet, oui. Didier Barthès, oui. La mission Persévérance avec Mars. La colonisation de planètes, d'autres planètes. Vous tombez bien parce que dans une autre partie, dans une autre partie de ma vie, je m'occupe d'astronomie. Bon, ça c'est une plaisanterie. Oui. On n'ira jamais sur Mars pour faire autre chose que de la science. Moi, Persévérance, je trouve ça merveilleux, la technologie qui a été mise en place. Mais pour peupler, ça n'a aucun sens. Évidemment, ça n'a aucun sens. Les efforts financiers qu'on va dépenser sur Mars, on pourrait les dépenser pour augmenter les ressources sur Terre. Bon, quand on fait une mission, ça compte pas beaucoup par rapport au PIB mondial. Mais pour peupler, ça n'a aucun sens. Regardez, on a fait... Il n'y a pas d'atmosphère. Il n'y a pas d'atmosphère, voilà, tout simplement. Enfin, elle est tout à fait marginale en termes de densité. Et elle est faite que de CO2 en plus sur Mars, enfin à 95%. Et regardez, nous avons dépensé 200 milliards d'euros d'aujourd'hui pour faire le programme Apollo. Ouais. Avec 200 milliards d'euros, nous avons permis à 12 hommes de passer quelques heures sur la planète, sur la Lune. Ouais. Alors vous imaginez, et puis vous aurez mis 1 milliard de personnes sur... Bon, c'est impossible, de toute façon, on le met de côté, c'est impossible. Vous aurez mis 1 milliard de personnes sur Mars, il en restera 7 milliards sur la Terre qui se reproduiront au même rythme. 12 ans après, vous êtes au même point sur la Terre. Et puis bon, on est dans le fantasme absolu. Moi, je suis un admirateur absolu de l'astronomie, de la connaissance des planètes. Mais pour la connaissance, pour le peuplement, mais on est dans le ridicule. Ça n'a même pas à être évoqué. Alors, il y a les effets induits, malgré tout, sur le plan économique, de la recherche spatiale. Ah, c'est autre chose, ça. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est précieux. Oui. Ça a des effets réellement économiques, je crois qu'il faut le dire. En revanche, vous savez ce qui circule sur Internet, 3,5 milliards pour aller voir s'il y a de l'eau sur Mars, alors que je trouve un pack d'eau d'Évian à 1,30 € à la supérette locale. Nous sommes dans le simplisme de la sphère Internet. Là. Je ne parle pas là au nom de démographie responsable, mais au mon nom personnel. Oui. Il y a dans les activités humaines des tas de choses dont on pourrait se passer. Oui. Et des choses qui représentent des milliards et des milliards. On a construit un stade de foot à côté de chez moi. Ça a coûté 400 millions pour le stade, 400 millions pour les frais annexes, etc. Bon. Personne n'a dit, on aurait pu le donner aux gens qui meurent de faim ou aux gens qui n'ont pas d'eau. Pourtant, peut-être que c'était plus utile. Et dans toutes les activités des hommes, mais c'est par centaines de milliards. Alors, les dépenses d'armement, c'est par milliers de milliards. Alors pourquoi s'acharner sur un petit robot qui en coûte 2 et qui représente par rapport aux ressources, ça ne représente rien. Je veux dire, s'il y a des choses à sacrifier, dans les activités des hommes, ne sacrifieront pas cette petite pointe qui est tout à fait marginale. Et à ceux qui disent ça, j'ai souvent envie de leur dire, mais vous n'êtes jamais allé au restaurant? Pourtant, à chaque fois que vous allez au restaurant et que vous avez dépensé 50 € pour faire un bon repas, vous auriez pu le donner à quelqu'un de pauvre. Non. Les hommes ne pourront pas consommer toutes leurs ressources uniquement pour l'alimentation. Et donc, je ne mettrai pas mes critiques en premier lieu sur ces choses-là que j'admire par ailleurs, même si je conteste complètement l'aspect population de ces planètes.
Tout ceci était en vue de vous faire réagir. Et vous voilà, avez très bien réagi. Et nous vous remercions, Didier Barthès, pour tous ces éclairages. Nous arrivons à la fin de cet entretien et Pierre et moi, nous voudrions vous remercier. Il est clair que sur certains points, nos téléspectateurs ne seront pas d'accord avec vous, d'autres vont être totalement d'accord avec vous, mais c'est ça la richesse de TV Liberté. Moi, je vous remercie également parce qu'il y a un aspect que nous n'avons pas évoqué, c'est la difficulté d'évoquer le sujet. Et je dois dire que c'est extrêmement délicat d'évoquer cette question, même dans les milieux écologistes. Ah oui. Et on n'est pas invité à la télévision tous les jours. Et ça montre bien le tabou qui règne sur la question. Et donc, j'ai été très, très heureux de pouvoir participer avec vous et grâce à vous à briser ce tabou. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Pierre et chers téléspectateurs. À très bientôt. Et pour faire la transition avec le sujet... Stop. Ouais, t'as pris sur Olivier.